Donc bonjour à tous et bienvenue au dernier canapé RH de la saison. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une team 100% Eurecia. Aujourd'hui, pas d'intervenants externes, mais voilà, des bons collègues qui devraient nous aider sur quelques échanges. Donc il y a Marion qui est juste à côté de moi et Adrien qui est de l'autre côté. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Jennifer de chez Eurecia. Je suis là pour animer le canapé RH. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le canapé RH, je vais vous partager l'écran. Donc, c'est quoi? C'est un événement où vous avez la parole, d'autant plus aujourd'hui qu'il n'y a pas d'intervenants externes. Aujourd'hui, c'est vous les intervenants. Je vous encourage fortement à poser vos problématiques, à faire vos retours d'expérience, à donner vos bons plans, etc. Donc, c'est un événement organisé par Eurecia. Eurecia, c'est qui? Nous sommes un éditeur de logiciels SIRH. Donc, nous améliorons le quotidien des entreprises, des RH, mais aussi des salariés. Donc, nous croyons à une vision du travail où ça passe par l'épanouissement de l'individu, mais aussi par la performance de l'entreprise. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à venir sur notre site web qui est www.eurecia.com, ainsi que notre blog qui s'appelle Vite Bureau, que vous trouverez sur la même adresse. Petite règle pour suivre ce canapé RH. Donc, j'ai coupé les micros de tout le monde, mais vous pouvez le réactiver à tout moment. En bas à gauche de votre écran, vous devriez trouver un micro rouge barré, mais que vous pouvez cliquer dessus et qui s'activera lorsque vous le demandez. Pour ceux qui ont une connexion Internet qui n'est pas foufou, je vous invite à déconnecter vos applications qui sont actives sur votre ordinateur. Et bien sûr, pour tout le monde, écoute et courtoisie. Donc, comme je le disais, pas d'intervenants externes aujourd'hui, mais des animateurs 100% Eurecia, donc Marion, Adrien et moi-même. Donc, aujourd'hui, le sujet, préparer la rentrée. Donc, un sujet assez large, dont vous pourrez exposer beaucoup de sujets. J'ai exposé quelques idées de sujets pour orienter, mais voilà, pour donner des idées pour vos questions. Donc, des connexions, mise en place du télétravail, veille RH juridique, GPEC formation, regarder les indicateurs RH, mais aussi ça peut être de l'animation en interne, de la digitalisation, du recrutement, des entretiens, les préparations d'entretien, mais aussi les salariés parents à la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y aura des questions ou autres, des choses à préparer? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer les échanges. On va d'abord faire un sondage et la question est quels sont vos enjeux pour la rentrée? Donc, je lance le sondage. Je vous remercie de répondre. Vous pouvez répondre directement sur l'écran. Donc, j'ai proposé plusieurs sujets, recrutement, formation GPEC, mise en place du télétravail, retour dans les locaux, les risques psychosociaux et bien sûr autres, mais partagez-le nous sur le chat, n'hésitez pas. Moi, on va voir sur quoi vous voulez parler aujourd'hui. Il y a encore des personnes qui n'ont pas répondu. Je vous invite à y répondre pour avoir un ordre d'idée plus précis. Voilà, merci. Super. On a 80% de réponses, un peu plus, très bien. Donc, nous sommes en majorité sur la mise en place du télétravail. Super. Il y a beaucoup de formations aussi, risques psychosociaux. Bon, mais voilà, c'est déjà des sujets qu'on va pouvoir attaquer. Écoutez, je vous propose que quelqu'un commence à exposer une problématique ou un questionnement qu'il a pour la rentrée, quelque chose qu'il aimerait partager avec nous, et essayer d'avoir des réponses au sein de l'équipe. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait commencer pour intervenir? Comme je vous l'ai dit, décochez le micro en bas à gauche et prenez la parole, tout simplement. Dis donc, vous faites les
Tu es timide aujourd'hui. Allez, je me lance. Ah, super. Je m'appelle Marine et je travaille Bonjour Marie. pour la société Side. Et donc après le confinement, il y a eu une remise en question du télétravail chez nous. On aimerait le généraliser un peu sous forme à la carte, donc en conservant quand même des bureaux physiques. Et donc, du D'accord. coup, je suis preneuse de vos bonnes pratiques et on est en train, pour votre information, de réfléchir à l'accord télétravail, à la charte télétravail. Il y a surtout quelques points chez nous qui se posent, qui sont notamment la prise en charge des coûts de transport pour ceux qui seraient amenés à déménager, parce que ça incite la mobilité salariée, le fait de pouvoir télétravailler potentiellement tout le temps. D'accord. Et ma question, c'est donc sur ce sujet vraiment de prise en charge des transports de salariés qui déménageraient par exemple à Bordeaux, comment ça s'articule exactement, parce que ça a un coût qui pourrait s'élever, qui pourrait être assez important si tous les salariés déménagent et viennent quand même au bureau 2, 3 fois par semaine et qu'on doit prendre en charge leur abonnement SNCF à tous, par exemple. Et deuxième point, c'est quels sont les conseils, recommandations pour quand même maintenir un lien social. Est-ce qu'il faut, on réfléchit à ce qu'il faut imposer quelques jours par mois tous ensemble au bureau ou pas, voilà. Très bien. Et vous dites s'ils déménagent à Bordeaux, vous êtes où? Sur Toulouse? Non, non, sur Paris. Sur Paris, Oui, d'accord. pardon. Non, non, mais il n'y a pas de souci. On Donc, est pour vous, localisé sur Oui, Paris et en fait, le confinement je pense, déclenché pas mal de démarches auprès de personnel de nos salariés pour s'envisager vivre ailleurs que Paris. Et en fait, donc ce télétravail leur permettrait, sachant que ça va être une phase test quand même pour nous, oui. mais c'est vrai que le choix de la résidence du salarié est libre et après, je crois que la jurisprudence c'est un peu compliqué pour l'employeur à ce sujet, dans le sens où je crois qu'il me semble qu'on doit rembourser l'abonnement SNCF présenté par le salarié à Oui, c'est hauteur de possible, oui. 50%. Donc voilà, c'est un peu notre sujet du moment qui, je pense, peut intéresser d'autres personnes Tout à fait. avec cette généralisation du télétravail. Alors, justement, est-ce que parmi les participants, est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi à ce sujet ou est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur ce sujet? Je dirais pas. Moi, je veux bien prendre la parole à ce sujet. Oui, Voilà, nous, on a dans notre entreprise, on a quand même une salariée effectivement et on n'en a qu'une seule, hein, qui est en télétravail quasiment 3 jours par semaine, qui habite un peu loin, alors beaucoup moins loin que les distances énoncées précédemment, mais bon, c'est quand même c'est assez loin. Et effectivement, on prend en charge une partie de son trajet quand elle vient en présentiel dans les locaux. Alors, c'est quelque chose d'accord. qui a été fixé en amont avec elle. En fait, c'est sur son contrat de travail, hein. Donc, on a un forfait, c'est fixé en amont et on dédommage. Voilà, on fait un petit défraiement quand elle vient. D'accord. Après, pour tous nos autres salariés, on a quand même un accord télétravail qui va sûrement être élargi, considérablement élargi. Et, euh, et pour eux, par contre, ça reste un forfait en fait à l'année où ils peuvent utiliser une certaine quantité de télétravail sur l'année comme bon leur semble. Et là, par contre, quand ils viennent en entreprise, ils n'ont pas de défraiement. D'accord. Alors, moi, j'allais revenir, oui, sur le sujet qu'on avait entamé lors du dernier canapé RH, il me semble, sur le télétravail, justement. Notre intervenant, notre expert nous disait que, en fait, tout était possible dans la charte de travail, finalement, de télétravail, pardon. Où vous pouviez imposer vos règles, c'est-à-dire justement si sur la mise en place du nouveau télétravail à la rentrée, c'est dire c'est illimité ou obligé de revenir un jour par semaine dans les locaux et justement ces modalités de dire si vous choisissez de rester 100% télétravail, c'est à ce moment-là que vous pouvez dire nous remboursons à telle hauteur ou pas du tout. Voilà, c'est des choses que vous pouvez imposer dans votre charte de télétravail. Je ne sais pas si Marion ou Adrien, vous avez des détails là-dessus.
Surtout, je pense qu'il faut faire attention entre ce qui est défini dans l'accord, où là, on est assez libre, on peut faire un peu ce qu'on veut, et ce qui peut être défini par contrat de travail. Et là, par contre, entre guillemets, potentiellement, on se tire une balle dans le pied si on inscrit dans le contrat de travail, parce qu'après, c'est difficile de revenir en arrière. Oui, c'est pour ça que la charte est assez libre pour ça et flexible, contrairement à un accord où là, en plus, ça vient avec la négociation des parties prenantes du CSE, des représentations syndicales, etc. Une charte n'est pas obligée d'être soumise à validation. Il va être soumis juste à, comment on dit, à information. Voilà. Même s'ils ne sont pas d'accord en face. On aurait les deux, nous, dans tous les cas, mais il n'y a pas de sujet vraiment délégué. Mais parce que c'est très flex chez nous, les relations sociales avec le CSE. Voilà, ils sont très compréhensifs. Mais ok, mais moi, mon sujet, du coup, c'était par exemple la situation où, désolée, c'est un peu spécifique, hein, mais la situation où donc le salarié est en télétravail, mais où on lui dit, on aimerait bien quand même que tu sois là 2 jours par semaine. Mais néanmoins, dans l'accord, on ne prend pas en charge tes frais. En fait, ça risque de... On lui dit tu peux rester en télétravail. Enfin, dans la mesure où on met en place un accord où c'est à la carte le télétravail, je vois mal comment le salarié va de lui-même prendre en charge tous ses frais s'il habite à Bordeaux. Et à ce titre, je ne sais pas si l'accord ou la charte peut déroger au fait que la jurisprudence dit clairement que si un salarié transmet un abonnement SNCF le travail, lieu de domicile, il faut le rembourser 50%. Oui, tu valides, Marion. C'est ce que j'allais dire, c'est une obligation légale, donc il faut quand même avoir un point de vigilance sur ça. Ouais. C'est que c'est transport en commun, donc l'employeur, il me semble, à hauteur de 50%. À hauteur de 50%. C'est ça, ouais. Donc, en fait, pour moi, c'est soit on dit, OK, dans tous les cas, tu peux être en télétravail à 100%, soit ton poste nécessite que tu viennes quand même quelques jours et c'est là où il y a un risque financier pour l'entreprise. Mais donc, on aura intérêt à dire que tout le monde fait du télétravail à 100%, sachant que potentiellement, du coup, plus personne va venir et c'est pas bon non plus, quoi. Ouais, mais c'est pas non plus ce qu'on veut. Et donc, voilà, c'était juste, je sais pas comment on pourrait... Oui, alors on a un commentaire sur le chat. Nous avons fait exactement comme a dit Jennifer. Nous avons mis en place une charte de télétravail en nous basant sur celle proposée par ESIA. Ça, c'est super chouette. Effectivement, je vous la remettrai dans le compte rendu d'ailleurs. Donc, effectivement, oui, c'est la question à se poser. Moi, je mettrais un bémol, sur attention, parce qu'obligation de remboursement des frais de transport à 50%. Mais encore une fois, je pense que sur la charte de télétravail, il y a quand même une flexibilité qu'on peut imposer. Après, pour limiter les coûts, effectivement, peut-être obligé qu'un jour par semaine pour dire, on aura des frais une fois par semaine par personne. C'est le risque. Mais à préciser, on va essayer de faire nos petites recherches de notre côté. À moins que quelqu'un ait autre chose. Ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que ma connexion est vraiment pas bonne. Si, mais les frais de transport, c'est un abonnement de transport qui est remboursé. Ce n'est pas des frais tout court. C'est l'abonnement qui est remboursé à 50%. Et c'est ça l'obligation légale. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est un détail. Donc, si c'est juste une journée par semaine, après, l'employeur peut faire le choix de le rembourser quand même. Mais si c'est juste une journée par semaine, ça ne sera pas un abonnement de travail. Et donc, il ne sera pas l'obligation légale de le rembourser. Ah, super. Oui, mais c'est sûr. Mais dès lors que le salarié se dit, moi, 50% du coût de mon abonnement, c'est avantageux de le prendre. Parce que même pour une fois par semaine, surtout s'il vient 2-3 fois potentiellement, qui télétravaille quand même, mais d'ailleurs, sur Paris, par exemple, et qu'il habite Bordeaux, il se dit c'est avantageux d'avoir un abonnement SNCF qui ne coûterait que 50%. Même pour une fois la semaine, à partir du moment où il le présente, je crois qu'on a l'obligation de le rembourser. Donc, c'est là où le télétravail, c'est super. Mais si tout le monde commence à bouger partout en France, je trouve que c'est jurisprudence, c'est compliqué, quoi. Après, est-ce que vous avez demandé à vos salariés s'ils étaient prêts à déménager aussi loin
On a déjà des demandes en fait, ça va D'accord. assez vite et je pense que, enfin, oui, il y en a qui envisagent déjà ou qui ont déjà Peut-être, ouais. déménagé. Peut-être qu'en amont, il faudrait peut-être demander, sonder et voir si ça serait vraiment un coup. Je vous écoute, Est-ce que Cynthia. du coup, non, en fait, du coup, j'allais un petit peu plus loin, mais est-ce que du coup, le fait de changer de lieu de travail de façon officielle et continue, ça n'amène pas justement du coup également un avenant au contrat ou quelque chose comme ça? Bah, si, justement, ce Ouais. qu'on est en train de mettre en place, c'est que pour moi, il va y avoir l'accord et il y a un changement de contrat. Mais donc effectivement, ça demande à ce qu'on autorise, entre guillemets, cette situation à un moment donné. Mais à partir du moment où on met un télétravail flexible... Ensuite, il y avait une deuxième question que vous avez soulevée. Vous demandiez des conseils ou des recommandations pour garder le lien social en ayant ce nouveau modèle de travail. Est-ce que quelqu'un, justement, est habitué au télétravail ou l'a mis de force via le confinement et a des petites choses à nous partager pour justement préserver ce lien social? Faites pas les timides aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors moi, Sébastien, je suis RRH d'un service de santé au travail interentreprise, c'est ce qu'on appelle la médecine du travail. D'accord. Juste, bon, c'est plus un témoignage, hein. On a mis en place le télétravail pour la première fois le 1er janvier. D'accord. Juste on le mettait, au départ, c'était très frileux. Oui. C'est-à-dire qu'on faisait, on avait autorisé par une charte une journée tous les 15 jours ou une demi-journée par semaine pour voir un petit peu, pour tâter, etc. Ok. On a mis ça en place suite à des groupes de travail. On a fait participer des salariés. D'accord. Ce qu'on appelle les échanges de pratiques, en fait, des espaces de discussion. Et suite à ces espaces de discussion, on a fait un CSE spécial et puis ensuite, j'ai rédigé une charte qu'on a fait valider au CSE. On était parti sur ce principe-là. Est arrivé le confinement qui nous a mis un peu dans une situation de télétravail un peu forcée avec des personnes qui auraient pu goûter le télétravail parce que leur mission était télétravaillable, pardon. Et qui finalement ne l'avaient pas goûté. Et puis, avec le confinement, ils se sont retrouvés à faire du télétravail et puis ils se sont rendus compte que finalement, ça leur allait très bien. Alors, ça leur allait très bien à une dose moins importante que ce qu'on a vécu, évidemment, pendant le confinement. Le fait est que finalement, on s'est dit, on va faire évoluer la charte. On a rediscuté avec le CSE. Et là, depuis le 1er juillet, on a un système où on est passé à 2 jours par semaine pour les contrats entre 0,8 et 1 ETP. 1 jour par semaine, 0,8 ETP, et puis les tout petits contrats, une demi-journée par semaine. On a un petit peu élargi le truc. C'est-à-dire qu'on est passé d'une journée tous les 15 jours à 2 jours par semaine. Ça, quand même, le confinement, nous a fait vachement évoluer quand même notre principe de télétravail, ce qui fait vachement plaisir à beaucoup de monde d'ailleurs. On est tous très contents, et le RRH d'ailleurs aussi, parce que même moi, je veux dire, honnêtement, pouvoir faire 1 à 2 journées par semaine de télétravail, c'est pas désagréable pour la conciliation vie privée. Tout à fait. Et donc, depuis le 1er juillet, alors bon, c'est une période un peu particulière parce qu'on sort à peine de confinement et puis il y a aussi cette période estivale avec les gens en congé, etc. Donc, je dirais l'enjeu pour cet hiver, c'est de voir un petit peu comment ça se goupille, comment on s'organise. Par contre, je suis pas… Alors après, j'imagine que ça dépend des activités de chacun, mais même si il existerait une fonction qui pourrait télétravailler à 100%, je ne suis pas du tout favorable parce que, étant un service santé au travail, on est bien placé pour savoir que psychologiquement, les RPS, c'est affreux. Enfin, pour moi, oui, le lien social est primordial. 3 jours grand maximum. Enfin, c'est bien compliqué parce que moi, j'attache beaucoup d'importance au lien social, au fait d'être présent, de venir de temps en temps quand même à la présence. Oui. Pour l'instant, pour un temps plein, en tout cas à notre niveau, 2 jours de télétravail par semaine, ça me semble pas mal. Au-delà, ça commence à me sentir difficile, compliqué pour plein de choses. Est-ce que vous avez mis en place peut-être des outils pour limiter l'isolement éventuel des salariés ou la baisse de la cohésion d'équipe, le sentiment d'appartenance? Est-ce que vous avez peut-être des éléments ou des outils qui seraient… Là, on est vraiment au démarrage. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, c'était une demi-journée. Avant le confinement, on a goûté un tout petit peu une demi-journée par-ci, par-là. Donc, c'était pas forcément… c'est pas venu tout de suite sur la question. Mais néanmoins, quand on a mis en place les espaces de discussion avec les salariés,
très rapidement, on s'est rendu compte que les gens auront besoin d'une espèce de guide pratique du télétravail, d'une réflexion, et notamment, c'est ce que vous nous dites, ces outils de pouvoir garder le contact. Et c'est surtout, il ne faut pas se leurrer, c'est surtout lors du confinement qu'on nous a exposé à la figure ce besoin énorme. Il y a des salariés qui étaient à 100% télétravail, enfin je me suis retrouvé à 100% télétravail aussi, ce besoin de comment mettre en place ces outils de communication et comment faire. Enfin, donc là, on est en tout début de la réflexion. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai modifié cette charte pour le 1er juillet. Effectivement, il y a la question de les outils de l'accompagnement qu'il faut très rapidement mettre en place. Et à mon sens, ça passe de toute façon par un accompagnement très fort des managers. C'est nos managers qui vont devoir garder la cohésion dans leurs équipes. Ça va être très important. Alors, nous, nos managers, c'est des médecins du travail. Et bon, ce n'est pas une population qui est tellement évidente à gérer. Oui, moi, c'est ce que j'allais répondre aussi, c'est qu'il y a plusieurs, on peut faire ce lien social, préserver ce lien social à plusieurs niveaux. Ça va passer par et les managers qui vont être formés et sensibilisés à ça, c'est-à-dire déjà appeler régulièrement leurs équipes, s'assurer qu'ils soient toujours bien dans leur travail, dans leur job, dans leur objectif. Déjà, ça, c'est pour chaque individu, déjà, c'est se motiver et savoir appartenir à une entreprise. Oui. Il y a aussi également, on en parlait lors d'un canapé RH, le fait de justement prévoir un rythme de télétravail qui permet d'avoir au moins un jour par semaine ou deux, où il y ait au moins la moitié des équipes sur les locaux pour justement prévoir des échanges à ces moments-là, des rituels type, je sais pas, un apéro, un restaurant le midi ou je sais pas, juste un goûter le matin. Des petites choses comme ça qui créent des rituels et qui restent des habitudes et qui donnent rendez-vous en fait aux salariés. Ils savent que s'ils viennent tel jour, il y aura au moins la moitié des équipes qui sera présente et qui pourront partager ensemble. Voilà. Il y a aussi des événements d'entreprise type, je sais pas moi, créés par les managers ou la direction ou autre, pour, je sais pas, rappeler les objectifs. J'aurais tendance à dire que c'est aussi des choses moments d'échange. Oui. Sans le télétravail, oui, aussi. On est censé également mettre en place dans la cohésion d'équipe. Je tiens à préciser juste une chose, c'est que nous, le télétravail, on n'a personne en télétravail régulier. C'est-à-dire que on accepte le télétravail, mais à partir du moment que l'emploi du temps leur permet. C'est-à-dire que chacun a des contraintes. On est parti du principe que pour l'instant, et de toute façon on ne peut pas faire autrement, que les gens n'imposent pas le télétravail à l'organisation. C'est-à-dire que s'il y a une réunion qu'on ne peut pas faire autrement et que la réunion tombe ce jour-là, on n'a pas à me dire je suis en télétravail, je ne peux pas venir. Vous voyez, c'était très important de le fixer tout de suite. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ou est-ce que, excusez-moi Marine, est-ce que ça répond un peu plus à vos craintes, vos doutes? Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant. Après, effectivement, en fait, on a fait juste pour votre information, on a fait une simulation en interne sur comment chacun se projetterait s'il pouvait avoir le choix entre le télétravail ou le travail à domicile. Et ça nous a beaucoup servi parce qu'en fait, on s'est rendu compte de comment en fait, les salariés se projetaient sur un télétravail choisi et non plus subi par rapport au Covid. Et en fait, ils sont tous demandeurs à venir au travail au moins un jour ou deux, sauf notre équipe produit qui sont des développeurs tech. Et eux, pour le coup, c'est vrai qu'ils sont un peu plus dans leur monde et ils ont besoin de beaucoup de concentration. Donc, eux, partout pareil. Eux, mis à part, effectivement, les commerciaux, etc., sont tous demandeurs de venir au moins 3 jours. Et donc, c'est en ça aussi qu'on s'est dit... est-ce qu'il y a besoin d'imposer en fait un nombre de jours à venir parce que de facto chacun normalement veut venir au moins un jour ou deux et donc pour le moment je pense que notre phase test elle va se baser vraiment sur une liberté et on verra en fait avec une clause de retour en arrière si jamais c'est pas viable, mais c'est vrai qu'à côté de ça, je rejoins complètement, on prévoit beaucoup plus d'animation d'équipe, de journées d'équipe, de week-end d'équipe. Oui. Après, peut-être que vous seriez surpris de voir que finalement, les gens reviennent régulièrement et qu'il y a un noyau dur qui reste très souvent et qui ont besoin de ça aussi. C'est vrai que quand on a été forcé, il y a eu ceux qui ont aimé ça et qui restent très bien, mais finalement, quand ça revient à la normale, on n'est pas si mal parce qu'on revoit les collègues.
Donc, effectivement, bon, c'est une phase de test à avoir, je pense. Mais moi, je vous recommanderais vraiment de garder peut-être 1 ou 2 jours par semaine où vous êtes à peu près sûr qu'il y ait la majorité des salariés qui doivent être sur place, quoi. Ouais. C'est une recommandation. Oui. Ouais, Je vais peut-être revenir après. Mais... bon, mais super. Sujet déjà qui a été bien balayé. Est-ce que quelqu'un voudrait soit rebondir encore sur ce sujet ou nous exposer d'autres problématiques? Qu'est-ce que vous prévoyez cet été pour préparer la rentrée? Ils ne sont pas très bavards aujourd'hui, dis donc. Ma collaboratrice vient de me dire je prépare des mojitos. Enfin, je dis ça. Mais super. Vous pouvez nous en envoyer. On partage la recette dans le compte rendu. Non, mais écoutez, on s'était noté quelques points. Par exemple, la veille RH, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que vous avez peut-être des petites astuces que vous voulez partager justement sur votre veille RH ou juridique ou entreprise en général? Peut-être Marion, tu peux nous faire un petit point rapide là-dessus? Yes. Du coup, je me présente un petit peu. Je m'occupe du blog Vide Bureau de Ressia. Et du coup, c'est vrai que je suis amenée à faire pas mal de veille. Donc, je vais vous expliquer un peu comment j'essaie de faire ma veille, même si ce n'est pas une science exacte et qu'il y a plein d'autres sources. Mais voilà, je vous donne un petit peu les clés de moi, mes recherches pour écrire les articles du blog. Alors déjà, un truc tout simple. Moi, souvent, je mets des Google Alertes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Il suffit de taper Google Alert sur Google. En fait, le principe, c'est tout simplement de recevoir des alertes par mail lorsqu'il y a un contenu qui est publié sur une certaine thématique. Donc, par exemple, si vous voulez avoir un article sur la QVT, vous tapez QVT dans le moteur de recherche. Et après, vous allez demander une alerte par semaine, par mois, par pertinence, etc. Ensuite, pour faire votre veille juridique, donc je vais sélectionner 3 sites. Donc tout d'abord, il y a le site officiel de l'administration française. Donc là, vous avez toutes les informations légales qui sont liées au RH. Donc ça peut aller du recrutement à la protection sociale, le règlement du travail, etc. On a aussi les éditions Tissot. Donc là, vous pouvez vous abonner à la newsletter pour recevoir toutes les actualités. Et donc là, ça traite le droit du travail et les RH, la représentation du personnel, la santé, la sécurité, le management. Il y a plein de sujets différents. Ensuite, il y a un 3e petit site qui s'appelle SVP et qui rassemble plein d'informations légales aussi et qui suit toute l'actualité. Donc là, ça rebondit vraiment sur l'actu. C'est un peu différent des 2 précédents. Ensuite, je vais vous présenter 5 blogs RH qui est pas mal à suivre et qui vont vous donner pas mal d'informations et qui vont rebondir sur l'actualité. Donc, on a Change the Work qui reprend des enquêtes, des bonnes pratiques et de l'actualité RH. Ensuite, on a Parlons RH qui lui aussi va parler d'actu RH et de management. Ensuite, on a HR Voice qui lui va parler recrutement, carrière, conseil RH, SIRH et digitalisation, bien-être et QVT. Donc là, c'est assez, ça balaye beaucoup de sujets, donc c'est très intéressant. Ensuite, on a le blog RH qui lui va axer un peu plus ses articles sur le management, toujours les RH, mais aussi les compétences, le recrutement. Et puis ensuite, je vais vous le présenter, même si vous le connaissez déjà peut-être, mais il y a donc notre blog à nous, Vide Bureau. Et donc nous, on traite les actus RH, on traite les actus de management aussi. On parle beaucoup QVT et on est beaucoup sur des sujets bien-être des collaborateurs, épanouissement personnel dans la vie professionnelle. En parlant de QVT de bien-être au travail, je vous présente trois autres petits sites. Donc, il y a un site qui s'appelle Mieux. C'est un média qui parle des enjeux liés à la QVT, aux nouveaux usages de travail et aux évolutions légales. Donc là, je pense que c'est un site qui peut vous aider justement sur la mise en place du télétravail, qui est un nouveau mode de travail et ça donne pas mal de petits conseils. Ensuite, il y a un second
un second site qui s'appelle My Happy Job. Donc là, c'est un webzine qui qui parle de bien-être au travail. C'est très sympa, les articles sont assez simples, c'est très intéressant à lire. Et ensuite, on a le blog de Welcome to the Jungle, qui là, pour le coup, le blog, c'est un média qui est dédié à l'emploi, mais il produit quand même beaucoup de contenus assez légers qui sont liés à la QVT et au bien-être des collaborateurs, où vous allez trouver pas mal de conseils, pas mal de petits tips à mettre en place dans votre entreprise. Ensuite, pour la veille santé-sécurité au travail, je vous conseille d'aller sur le site du réseau de l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Ils ont énormément de contenus gratuits qu'on peut retrouver. Vraiment, ils rebondissent beaucoup sur l'actualité. Ils ont énormément de guides, d'enquêtes. C'est très intéressant d'aller faire un petit tour. Et ensuite, je vous ai sélectionné 3 médias qui parlent RH, qui ont une catégorie RH sur leur site. Donc, vous avez les Échos, c'est les Échos Business, où ils ont une petite partie où ils parlent RH. Donc là, ça parle surtout d'actu. On a le JDN aussi, qui a une partie ressources humaines, et on a aussi l'Express. Donc, normalement, avec tous ces petits sites, tous ces blogs, vous allez normalement avoir une veille assez riche sur vos problématiques quotidiennes pour trouver vos réponses et encore un peu plus pour contribuer au bien-être de vos collaborateurs. Voilà. Merci Marion, effectivement là, ça nous permettra de rien louper. Bien sûr, je vous remettrai tout ça dans le compte rendu avec les liens, etc. Pas de panique. J'ai vu justement dans le sondage, vous parliez d'enjeux formation GPEC pour la rentrée. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire précisément sur quelle partie de la formation de la GPEC vous allez travailler ou faire avancer les choses ou avoir des problématiques, je ne sais pas. Pour contextualiser un petit peu, et je serai volontiers preneur de vos retours d'expérience, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le dispositif d'aide FNE, le Fonds national pour l'emploi, il a été temporairement renforcé pour permettre aux entreprises une prise en charge beaucoup plus importante des coûts pédagogiques et permettre un renforcement justement des compétences pendant cette période de chômage partiel. Je ne sais pas si certaines d'entre vous, au sein de vos entreprises, vous avez profité de renforcement de ce dispositif et peut-être comment vous l'avez imaginé, comment vous l'avez réfléchi et dans quelle mesure vous avez pu en bénéficier. Si peut-être certains d'entre vous ont un retour sur ça, ça me semble un sujet assez intéressant en prévision de la rentrée. Personnellement, non. Ils ont été très peu en chômage partiel. Je connaissais le dispositif et j'avoue que vu tout le travail qu'il y avait à abattre, on n'a pas eu le temps d'essayer d'en profiter, même pas un petit peu. D'accord. Alors nous, on n'était pas éligible au FNE non plus, mais il y a d'autres dispositifs. Alors, il faut se renseigner parce qu'on n'a pas tous les mêmes OPCO. Mais en tout cas, notre OPCO, qui est le FAFIEX/Atlas, avait un autre dispositif qui complétait un petit peu le FNE pour les gens qui n'étaient pas éligibles et qui s'appelle le dispositif Bicovid et qui permet de financer des formations à 70% du coût de la formation, du coût pédagogique de la formation, à condition qu'elle se fasse à distance et avant la fin de l'année. Donc pareil, c'est un dispositif très intéressant que nous, du coup, on a exploité pour monter en compétence nos salariés et pour justement diversifier un petit peu. Donc moi, je suis dans une start-up, donc c'est très informatique, mais du coup, on a développé... on est en train de développer des parcours d'apprentissage d'un nouveau langage informatique, ce genre de choses, justement pour pouvoir diversifier notre activité et les services qu'on propose. Super. Voilà. Vous pouvez me rappeler le nom Bicovid, c'est ça? Ouais, BECOVID. D'accord. Donc c'est vraiment l'OPCO Atlas qui a fait ça. Je ne sais pas pour d'autres OPCO, mais je pense que ils sont tous un petit peu mis à faire des dispositifs justement pour les gens qui sont hors FNE et pour qu'on puisse quand même en profiter. Ok, super. Merci pour l'info. Je me permets d'intervenir également.
J'ai aussi utilisé ce système puisque nous étions à 100% télétravail et nous n'avions pas droit au FNE. Et le Bicovid, malheureusement, est terminé. On ne peut plus faire de dossier. Pour le D'accord. moment, sauf si ça Oui. revient. Non, ils l'ont prolongé. Non, Ah bon? ils l'ont prolongé. Ils l'ont prolongé, justement. Ah, parce que moi, j'ai eu, Oui. c'était vendredi. C'était le 19, ouais, c'était le 19 ou le 17 juillet de mémoire, et ils l'ont prolongé d'un mois. Donc c'est le moment. D'accord. Parce que moi, mon Super. conseiller, j'ai fait un point avec lui, il m'a dit que c'était terminé. Ça mérite peut-être de le rappeler. Il est parti en vacances. J'ai plus de Ah, même chance. ça. La mienne, C'est peut-être pour j'ai ça, plus d'ailleurs. de chance. La mienne, justement, elle m'a dit ah ça tombe bien, il est reprolongé, etc. D'accord, bon, Donc mais voilà. comme quoi. Donc Faut peut-être insister alors. et la C'est- semaine dernière encore j'en ai fait, ouais. Ce dispositif, il fonctionne seulement dans le cadre de la mise en place d'une activité partielle ou pas forcément? Non, dans C'est dans, le cadre d'une formation telle que, enfin n'importe laquelle quoi, sur c'est plan dans de le cadre, formation évidemment. Ouais, Oui. dans le cadre du plan. dans le cadre du Covid et formation à distance. Oui, D'accord. c'est ça. C'est l'obligation. Et maximum 35 heures de formation. C'est Pour ça. une personne. Ouais. Pour une personne, ouais, c'est ça. Oui. Mon rendez-vous, ok. Je boucle. Moi, c'était mon premier rendez-vous canapé. C'est assez intéressant, les échanges. Et je dois vous laisser. J'ai notre rendez-vous. Bonne journée, très bonnes vacances à ceux qui vont l'être. Merci. Merci, bonnes Et à vacances. bientôt pour un récit à canapé. Mais avec plaisir, à la rentrée. Dès la rentrée, Merci à vous. promis. Ok, est-ce que sur le sujet de la formation de la GPEC, est-ce que quelqu'un voudrait exposer d'autres détails, d'autres sujets? Je vois dans le chat, on a parlé des entretiens professionnels. Où en sont les entreprises? Alors effectivement, entretien professionnel, la plupart, je sais, ont dû reporter tous leurs entretiens à cause du confinement. Justement, où en êtes-vous, vous, de votre côté? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est dès la rentrée ou reporté carrément l'année prochaine? Dites-nous tout. Ou est-ce qu'on fait les entretiens peut-être en ligne, par visio? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu forcément dans vos entreprises, j'imagine, des managers ou des responsables qui ont été confrontés à l'arrêt de leur campagne d'entretien qui se déroule pour certains en début d'année et qui ont souvent un petit peu de retard. Et qui ont été aussi, j'imagine, confrontés à la problématique de la digitalisation, alors que derrière, il y a des habitudes de rencontres et d'échanges en réel. Je ne sais pas si du coup, peut-être de votre côté, vous avez décidé de reporter ces campagnes, de les adapter simplement à des échanges virtuels en suivant les mêmes trames et les mêmes habitudes, ou peut-être de vous poser la question d'une digitalisation plus complexe et plus poussée des entretiens et au-delà de la gestion des compétences. Est-ce que peut-être certains veulent nous partager leurs réflexions, en tout cas, par rapport à... On ne peut pas faire l'impasse sur la situation sanitaire et qui a peut-être fait émerger une réflexion autour de ces campagnes d'entretien et globalement de la gestion des talents au sein des entreprises? Ouais, nous pour le coup, je peux rebondir. On est assez jeune, on est une start-up aussi, donc on avait mis en place plus en physique en fin d'année 2019. Et donc forcément, en fait, on voulait le mettre tous les trimestres. Même si ça doit être fait annuellement, on trouvait ça bien de donner de la visibilité puisque ça va assez vite, ça peut aller, voilà, ça peut assez vite changer aussi. Et là, on le remet en place du coup, mais à distance. Donc j'ai revu un peu le process, la base en fait de la discussion, ce qu'on va faire sur un Google Doc partagé uniquement entre le manager et le salarié. Et la DRH. Et donc, en fait, pour vraiment guider dans l'entretien. Et puis, on fait une formation manager là. J'ai fait une formation manager sur vraiment ce déroulé-là, le déroulé des entretiens. Et donc, ça va se faire en visio
là, avant les vacances annuelles ou en septembre, en tout cas depuis janvier à maintenant, parce que nous, on veut le faire de manière plus fréquente. Mais ça ne change pas grand-chose en soi dans le fond de nos entretiens qui restent basés sur les mêmes questions, les mêmes heures, etc. Ce que j'allais vous demander, vous avez déjà testé un entretien ou plusieurs à distance? Est-ce que vous voyez des différences? Est-ce que c'est différent ou non? En fait, nous, on est très, très numérique et à distance de base. On avait déjà beaucoup de télétravail avant. Il y a eu le confinement qui a vraiment accentué. Donc, et on a des salariés qui sont aussi très habitués à tout ça. Donc, là, je n'ai pas encore le retour suffisant de toutes les équipes. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns déjà. Et ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu vraiment de retour comme quoi ce serait plus difficile en visio, qu'il faudrait absolument un entretien physique. Sachant que il va y avoir le retour dans les bureaux là, chez nous début août, pour ceux du coup qui veulent, ceux qui y seront, mais je pense tout le monde. Donc potentiellement, il y en a qui vont se faire aussi en physique. Mais nous, en fait, on ne fait pas forcément de distinction à ce niveau-là. Okay. Et on essaie vraiment de guider du coup au maximum sur le support, quoi. Super. Donc, ça peut comme retour d'expérience, c'est ce que j'ai à vous partager. C'est rassurant, c'est bien. Après, voilà, encore une fois, on a une population, on est quasiment tous à moins de 30 ans, avec le maximum, je crois que c'est 3 années d'expérience dans la société parce qu'elle est assez jeune, donc c'est pas forcément la même chose dans les entreprises où les personnes sont habituées à avoir des entretiens physiques annuels de manière plus classique, quoi. C'est vrai. Et je vois que c'était Nathalie qui voulait parler de ce sujet. Est-ce que vous voulez peut-être plus nous exposer vos problématiques? Faut activer le micro, c'est en bas à gauche si jamais. Elle nous écoute plus, Nathalie? Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y aura encore des questions ou des discussions à avoir sur ce sujet? N'hésitez pas. Ou à ce moment-là, on peut attaquer encore un autre sujet. Il reste un petit quart d'heure, donc on a encore un peu de temps. Je reviendrai volontiers, si ça ne vous embête pas, sur ce témoignage, parce que vous avez évoqué la mise en place de petits outils de suivi, là, notamment un Google Doc pour le partage des comptes rendus de ces entretiens. Est-ce que du coup, vous vous êtes posé la question via ce début de digitalisation de ces entretiens, de la façon dont vous allez pouvoir traiter les données, les informations qui sont récoltées lors de ces entretiens, je ne sais pas, les demandes de formation, les volontés en termes de carrière, de rémunération, etc., dans l'idée de construire une gestion prévisionnelle des compétences assez efficace, ou finalement d'abord vous mettez en place un petit outil et puis vous allez voir comment vous allez l'approprier dans la durée? Oui, tout à fait, c'est une question qu'on s'est posée. Donc, effectivement, le seul petit point qu'il faut vraiment qu'on ait en tête, c'est la confidentialité de ces documents-là. Donc, c'est pour ça que le process a été vraiment transmis par écrit à l'oral à tous les managers, qu'en fait, il n'y a vraiment que le salarié et son manager qui ont accès, et moi, pour en fait, lorsque l'entretien est fait, pouvoir l'archiver. Donc là, le fichier est archivé dans le dossier RH. Et pour ce qui est du suivi, en fait, on a un système de niveau. Donc c'est une discussion entre le manager et le salarié sur quel niveau, ce qu'on attend de lui sur le niveau supérieur, etc. Pour derrière, en fait, avoir aussi une base d'éléments pour tout ce qui est évolution de carrière, évolution de rémunération. Donc, ça sera ça servira d'appui, effectivement, pour tout ça, une fois que ça sera archivé dans le dossier RH.
D'accord. Donc Et- c'est pour plusieurs. En gros, ce système va nous servir à plusieurs choses, quoi. C'est permettre aux salariés vraiment de se projeter, avoir ses objectifs en tête, voir ce qu'on attend de lui et avoir une vraie discussion avec le manager, mais pouvoir aussi avoir ses perspectives d'évolution en termes de Et carrière. via cet outil, du coup, ça vous permet, vous, côté RH, d'avoir une vraie visibilité sur l'avancement des campagnes, pouvoir relancer éventuellement les managers au besoin? Oui, c'est ça. Alors l'idée pour le moment, c'est que le manager me dise s'il y a des points spécifiques d'alerte, d'ailleurs, par exemple sur la charge de travail ou des demandes spécifiques de formation. Et moi, derrière, je regarde aussi parce qu'on n'a pas non plus 500 salariés. Après, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on n'a pas une automatisation d'un outil qui permettrait d'avoir une notification directement. Ça va être plus du manuel, d'aller checker les questions-réponses côté manager et côté salarié. Mais ce suivi va être fait par la DRH et le pôle RH, individuellement du coup et manuellement, quoi. D'accord. Merci pour ces précisions. Alors nous, du coup, la situation et le télétravail généralisé va nous obliger aussi à changer notre trame. On avait une trame d'entretien annuel, mais qui était effectivement construite pour remplir l'entretien annuel quand il y a un entretien en face à face, donc avec le manager qui prend des notes, etc. Et là, du coup, il faut qu'on s'adapte et qu'on change ça. Et du coup, on va tester le module entretien annuel de Ressia l'an prochain. Voilà. Donc, on mettra ça en place et j'espère que ça répondra effectivement à nos problématiques qui sont de plus en plus à distance. C'est sûr. Et qui nous permettra, j'espère, qui nous permettra effectivement d'exploiter aussi les données de façon plus automatisée, plus fluide et sécurisée, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que bon, il y a Eurecia, mais il y a d'autres outils, mais c'est vrai que ça aide dans le sens où ça récupère toutes les infos, ça les compile, ça les trie, ça fait des rapports en fonction, ça fait des étoiles de compétences. Enfin voilà, c'est vrai que ça aide à orienter plus la stratégie globale de l'entreprise au niveau de la gestion des emplois. Ouais, c'est ce qu'on espère. Mais c'est sûr, on vous le garantit. Ça sera mieux que rien, en tout cas. Super. Est-ce que côté salarié, du côté de vos équipes, c'était une demande, la digitalisation de cet aspect RH, ou pas forcément? Vous sentez qu'il y a des craintes, ou est-ce qu'ils sont prêts de ce côté-là? Vous vous adressez à qui, pardon? La personne qui a parlé juste avant. Cynthia. Ah oui. Cynthia, pardon. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez répéter parce que j'ai pas entendu du coup? Non, je me demandais du coup, que vous aviez pris cette décision aussi en réaction à la situation un petit peu actuelle, la nécessité de digitaliser. Est-ce qu'il y avait eu peut-être un projet en amont qui avait été porté soit par vos collaborateurs, soit par l'équipe RH, et où il y avait une vraie volonté de digitaliser la partie entretien? Non, c'était vraiment lié effectivement à la situation. Donc bon, on a pris Eurecia pour tout ce qui était gestion des congés, etc. On avait laissé vraiment ça de côté en disant notre trame vraiment est basée sur du face à face et du coup voilà, on n'avait pas du tout l'intention de passer là-dessus. Et la situation, c'est que voilà, on va utiliser et les timesheets qu'on n'utilisait pas et l'entretien annuel. Voilà. Donc ce sera nos chantiers de l'été et de la rentrée, de mettre ça en place justement pour répondre à ces nouvelles problématiques. Parce que même si on est à 50% seulement en télétravail, les gens ne se croisent plus forcément non plus, puisqu'on essaie d'avoir que 50% d'effectifs présents. Et du coup, voilà, ça pose vraiment des problèmes comme ça. Et il faut qu'on règle ces questions-là. Et voilà, ça nous a plus forcé à nous digitaliser qu'une volonté dès le départ. Voilà. D'accord. Claire, merci pour ce retour d'expérience. Je voyais aussi sur le sondage pas mal d'entre vous parler de risques psychosociaux. Est-ce que quelqu'un peut nous partager un peu ses projets là-dessus?
C'est vrai que c'est un sujet important suite au confinement. D'ailleurs, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont encore en télétravail et prévoient un retour au bureau à la rentrée ou fin d'année. Mais est-ce que quelqu'un veut nous exposer un petit peu son sujet dans son entreprise au niveau des RPS? Bon, tout le monde s'est endormi. Sa digestion qui est dure aujourd'hui. On ne termine pas par le sujet le plus... Non, bonjour, je vais bien Bonjour. prendre la parole. Super. Je suis Isabelle Jouan. Oui, on a observé clairement la venue, l'émergence de risques psychosociaux parce que les confinements n'ont pas été évidemment identiques pour tout le monde dans des conditions, pardonnez-moi, dans des conditions identiques pour tout le monde. Cela dit, qu'en faire pour ne pas traverser la ligne rouge de la RGPD, des informations confidentielles, d'une intrusion. Donc voilà, comment gérer ça quand on pressent des collaborateurs à risque? Comment le gérer? Ça me paraît être un grand, vaste et sujet compliqué. C'est-à-dire la question, c'est se dire maintenant qu'on est à distance, en fait, comment avoir l'information des salariés plutôt perso finalement Oui, puis même quand on pressent qu'un salarié est en difficulté, que voilà, ses conditions de confinement et de télétravail peuvent le mettre un petit peu à risque, et pourtant reste la règle pour toutes les raisons qu'on connaît actuellement. Que faire? Comment aider? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire sans trop poser de questions, sans franchir les lignes de la vie privée, et voilà, je sais pas. Moi, je ne suis qu'office manager, je ne suis pas RH, donc effectivement, ça n'a rien à voir. Non, mais je veux dire, j'ai des limites claires de compétences et d'expérience en la matière. Mais justement, est-ce que quelqu'un qui a déjà géré le problème ou qui sait comment le gérer pourrait nous exposer son expérience? Alors, si quelqu'un voudrait intervenir? Oui. Alors, c'est un sujet qui est tellement délicat, l'RPS. Dire exactement, oui, j'ai la solution, c'est pas vrai. Non, il n'y en a pas. Néanmoins, évidemment, il y a un juste milieu entre ce qu'on met en place au niveau organisationnel. Il y a un gros travail de fond organisationnel, parce que l'RPS, c'est d'abord et avant tout ça. C'est-à-dire l'écoute, mettre en place une situation, un environnement d'écoute, des échanges, des discussions, des formations des managers, etc. Enfin, à tout niveau, de la direction aux collaborateurs, aux managers, aux RH et aux représentants du personnel. Enfin, c'est un vrai travail collectif, organisationnel d'abord et avant tout, il ne faut pas se leurrer. Après, sur l'individuel, enfin, quand ça arrive, nous, éventuellement, étant donné qu'on est dans le milieu de la santé au travail, en général, ce qu'on conseille, c'est d'abord, si vous avez un bon dialogue avec votre médecin du travail, c'est de saisir le médecin du travail, clairement. Et puis aujourd'hui, le service santé au travail, c'est de la pluridisciplinarité. C'est pas juste un médecin du travail, on a des psychologues, donc nous, on a des cellules d'écoute, on a des psychologues qui viennent, et c'est tout à fait, il y a le secret professionnel. Enfin là, on n'a pas à se poser la question du RGPD et compagnie. On a un employeur, quand il s'inquiète pour un salarié, a tout à fait le droit de dire, voilà, je sollicite au médecin du travail une visite à la demande de l'employeur. Il dit au médecin du travail, voilà, ce salarié m'inquiète. Déjà, il faut dire au médecin du travail pourquoi on envoie le salarié, parce que le médecin du travail n'est pas devin, hein, ça c'est très important. Oui. Et puis, on a des outils, et notamment des psychologues du travail, pour pouvoir échanger, discuter ensemble. C'est vrai. Après, c'était un sujet dont on a parlé sur notre canapé. Notre expert nous conseillait effectivement déjà d'être à l'écoute, de proposer ces moments-là. Oui, voilà. C'est vrai qu'on a tendance des fois à
en penser qu'on le fait, mais voilà, de dire je suis à ton écoute. Si tu as quelque chose qui ne va pas, comment tu le vis, est-ce que je peux t'aider sur quelque chose, quel est ton problème et qu'est-ce qui pourrait faire que ça aille mieux déjà. Des fois, ça peut déclencher des discussions qui peut-être vont aller plus sur du perso, mais la personne sera Oui, bah nous, les RH, on connaît bien ça, le côté venir ou assistance pas. sociale Oui, et écouter le perso, etc. En fait, ouais, c'est le grand principe de former le management à l'écoute active. Enfin, ça, c'est tout à très fait. important. C'est pour ça que je dis que c'est d'abord et avant tout un point de vue organisationnel. C'est toute la structure qui doit normalement être en position d'écoute. Et là, on est vraiment sur de l'organisationnel, sur le management. Après, sur l'individuel, évidemment, il ne faut pas avoir peur de faire appel à l'extérieur. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'est pas. Oui, après, Même ne moi, en pas tant qu'RH, je ne hésiter. suis pas psychologue. Hein. Enfin, Oui. C'est vrai que oui, la médecine du travail est là pour ça, saura vous orienter vers d'autres professionnels si le cas en a besoin. Mais voilà, je pense que effectivement, ça passe avant tout par l'écoute et sensibiliser tous les managers et la direction là-dessus, principalement, et les RH et le CSE, etc. Si je peux intervenir, je ne sais pas si vous Oui, m'entendez. tout à Bon, fait. j'ai retrouvé une connexion. Moi, je suis face à beaucoup de problématiques sur ce thème. Je suis beaucoup interpellée. Globalement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit avec la personne qui a parlé précédemment. Malheureusement, en ce qui concerne la médecine du travail, pour ce qui concerne mon établissement, nous sommes dans une zone où la médecine du travail a fait le choix de ne pas avoir de psychologue du travail. Donc, en fait, elle reporte tout simplement sur des psychiatres qui sont des psychiatres ou des psychologues qui sont en ville et donc payants. Après, moi, je trouve que généralement, on repère bien évidemment des situations qui sont à risque. On met en place des protocoles, on met en place beaucoup de choses et notamment de l'écoute et beaucoup de communication aussi. Pendant le Covid, on a aussi mis en place des lignes d'écoute. Enfin, je crois qu'on multiplie pas mal de choses au sein de ma structure. Mais à un moment donné, il faut aussi se rendre à l'évidence que la première personne qui peut quelque chose, c'est la personne qui elle-même a une problématique. Si elle-même ne décide pas d'aller mieux, ça peut pas fonctionner. Et là, en tant que RH, moi, je suis bien souvent complètement désarmée et impuissante. Et à un moment donné, il faut aussi pouvoir dire aux représentants du personnel, pardon, que l'entreprise, elle peut pas tout. Je pense que Et c'est ça, pour ça que c'est c'est important, de former. Alors, on parlait de former les managers, mais je pense que c'est aussi important de former les salariés aux ouais, risques psychosociaux, de les ouais, informer mais que j'ai fait une formation. J'ai proposé là, pas juste fin juin, début juillet, 2 sessions de formation. J'avais prévu de les renouveler si nécessaire. Donc, il y en avait une qui aurait pu être plus à destination des managers pour savoir justement quels termes employer, ne pas employer face à des situations qu'ils avaient détectées de fragilité. Et puis une autre session qui cette fois a été ouverte à tous les salariés. Sur 350 salariés, je n'ai que 7 salariés qui se sont inscrits sur ces formations. J'étais absolument stupéfaite. Donc à côté de ça, j'ai des psychologues dans ma structure, dans mes structures, qui demandent à ce qu'on mette en place des analyses de pratique, qui demandent qu'on mette en place des protocoles pour telle et telle situation. Mais en fait, j'ai l'impression que ce sont surtout finalement les gens qui vont bien, qui veulent faire, enfin voilà, qui s'interrogent beaucoup. Mais c'est un sujet qui est tellement vaste et tellement complexe Oui. que vraiment, moi, je me sens complètement désarmée par rapport à ces situations. Est-ce que vous avez tenté peut-être de réunir par groupe c'est vrai que beaucoup d'experts nous ont conseillé de faire, après le confinement, en retour sur les locaux notamment, de faire des groupes vraiment de salariés pour justement faire le sas de décompression qu'on
va appeler Ouais, ça, bah, pour justement ouais. dire comment vous l'avez vécu, est-ce que il y a eu des problèmes, pourquoi, est-ce que vous vous êtes senti isolé, parce qu'en fait souvent l'effet de groupe, on se rend compte que certains vivent la même chose et que finalement amènent une autre chose et après ils en parlent déjà entre eux et peut-être entament une démarche différente et se disent bon je suis pas le seul, ça peut être normal, il faut que je fasse, enfin, voilà, il faut que ça aille mieux et que je fasse Ouais, certaines choses, mais ouais, c'est vrai j'entends ta que proposition. Je sais plus si c'était lors d'une réunion avec vous, je l'avais entendu. J'avais aussi entendu le petit, le petit, je crois que je l'ai vu à vous, j'avais pris une trame d'entretien de reprise, voilà. Mais force est de constater que ces outils, les salariés n'embarquent pas. Donc, je vais aussi essayer effectivement les réunions voilà, ouais. d'échange. Après, vous pouvez essayer d'inviter des experts ou même qui fassent des consultations en ligne, si c'est pas, enfin, si vous avez encore beaucoup de personnes en télétravail, etc. Mais de proposer, de dire, cette personne qui est disponible pendant, je sais pas, 3 jours, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle. Il y aura peut-être déjà cette démarche de dire, c'est gratuit et c'est accessible de suite. Donc, peut-être que ça peut encourager certains à en Pour parler plus mettre en facilement. place, pour mettre en place ce qu'on peut appeler des espaces de discussion, on peut se rapprocher des ARACT. Ils peuvent nous accompagner pour ça. Ils ont une méthodologie bien précise. Et nous, au sein de la structure, on a ce qu'on appelle un copil QVT. Bon, on a la chance que ce soit piloté par un psychologue du travail, donc c'est bien plus facile, évidemment. Mais bon, je suis un secteur bien particulier, évidemment. Mais néanmoins, les ARACT ou les services santé au travail, quand ils peuvent le faire et qu'ils le proposent, nous on le propose, on peut accompagner les structures à mettre en place une vraie démarche de QVT. Mais quand je dis une vraie démarche de QVT, c'est-à-dire une vraie réflexion sur le travail. Pas la démarche QVT où je mets un ballon, où je m'assois dessus et puis un baby-foot. Je parle vraiment de la qualité de vie au travail, vraiment sur les conditions de travail. Et nous, on a donc un copil QVT. Et puis de 2 ans à peu près, on a mis en place ces espèces d'espaces de discussion qui sont organisés et qui, notamment, c'est suite à des espaces de discussion qu'on a mis en place le télétravail, par exemple, et d'autres choses. Super, merci. Après, ce que je me dis aussi en vous entendant, Hélène, c'est que peut-être que ça va bien en fait chez les gens. Et moi, je vois les choses peut-être d'une façon trop optimiste, mais c'est quand on a un qui nous touche qu'on commence à s'intéresser à ce sujet. Par exemple, les gens qui veulent avoir des enfants ou ont des enfants vont s'interroger sur les enfants. Et pour moi, c'est peut-être aussi la même chose pour les gens qui s'intéressent à la qualité de vie au travail ou à des solutions pour des risques psychosociaux déjà existants. Ils s'y intéressent quand ils ont un problème. Donc peut-être que quand ils n'en ont pas, ils ne s'y intéressent pas et c'est pour ça que vous avez peut-être le sentiment que les gens ne se l'approprient pas. Néanmoins, du coup, ils savent que ça existe et quand ils auront ce problème, s'ils ont ce problème, ils auront des outils et des gens vers qui se tourner. Et du coup, je trouve que même si ça ne prend pas tout de suite, le fait de les avoir et d'en parler et de les remettre sur le tapis et que le salarié sache que ça existe, quand il en aura besoin, il saura les mobiliser. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Cynthia. C'est exactement la réflexion qu'il faut se faire. Effectivement, ça se crée dans le temps et je partage votre avis. Ouais, après, j'ai un taux d'absentéisme qui est quand même relativement élevé et qui me fait dire que tout ne va pas bien au sein de la structure et bien évidemment ce taux est aujourd'hui en hausse. Donc voilà. C'est peut-être des problèmes organisationnels justement. Après c'est pluridisciplinaire, hein, je suis bien d'accord. Oui. C'est l'humain. C'est compliqué. Voilà. Je suis désolée, c'est déjà 15h04, on dépasse un petit peu. Donc, on va devoir arrêter. Je suis vraiment désolée. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges et d'être venu malgré la fin de la période de juillet. Donc, je suis contente quand même d'avoir quelques-uns d'entre vous. Vous recevrez comme d'habitude le compte-rendu par écrit, le replay en vidéo par mail d'ici quelques jours. Je vais lancer le sondage pour voir ce que vous avez pensé de cette édition. Alors, attendez, je vais y arriver.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis, à me laisser des commentaires sur le chat ou même par mail. Nous allons reprendre les canapés RH au mois de septembre. N'hésitez pas à me faire des retours, me dire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions d'amélioration, si, je sais pas, si l'horaire vous convient, si le temps vous convient, si les sujets vous conviennent, si le format vous plaît comme ça ou s'il y a des améliorations à apporter, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir nos différents événements et actualités qu'on peut partager. Mais en tout cas, on se retrouve à la rentrée. Je vous souhaite à tous un très bel été. Je vous remercie tous pour votre participation et en attendant, portez-vous bien et passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.